Bonsoir à tous et chacun, nous sommes là pour le compte de votre émission hebdomadaire Le Rendez-vous. Alors pour ces numéros, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau comme invité le professeur Nguindou Kalala, analyste politique. Avec lui, nous allons parler de l'actualité, de sujets qui défrayent la chronique. Vous le savez, l'actualité reste dominée entre autres par la crise au sein du parti au pouvoir. Nous allons parler aussi du retrait de la candidature de Joe Biden aux élections présidentielles aux États-Unis. Pourquoi pas autre chose? Vous allez découvrir tout ça pendant les 40 minutes imparties à cette émission Le Rendez-vous. Professeur, bonsoir. Bonsoir, Madame Adèle. En forme, ça fait un bail. Oui, comme vous voyez là. Silence radio. Vous justifiez ça comment? Déplacement. Tout le temps voyage. Je ne suis pas tout le temps permanent à Kinshasa. La situation est très préoccupante au pays. On s'est dit, alors vous avez dit, vous êtes lassé de dire, de redire et ça ne change pas. Bon, c'est notre pays. On doit toujours battre les marteaux et faire de telle manière que la chose puisse changer dans l'avenir. Donc il faut travailler maintenant pour que ça change. Si on ne travaille pas, ça ne va jamais changer. Donc il faut parler. Par rapport à la réalité actuelle, on peut se le dire, le développement de la République démocratique du Congo, son développement durable, bien sûr, passe par quelle solution? Qu'est-ce qui enfreint, qui empêche le développement durable de notre pays? Une très bonne question. Tout à l'heure, là, dans l'auditoire, j'ai posé la même question là aux étudiants. Si la ville de Kinshasa était développée, oui ou non. Alors, les avis étaient partagés. Ceux-là qui disaient oui, c'est développé, ceux-là qui disaient non. Bon, en général, ils ont dit non. Et j'ai démontré, moi, le contraire, pour leur faire voir que oui, si nous disons que le développement, c'est le changement, c'est-à-dire c'est l'évolution, c'est-à-dire c'est le passage d'un état à un autre, c'est faire un pas. Alors si nous disons, nous prenons le développement comme étant changement, donc Kinshasa s'est développé. Et donc aussi la RDC s'est développée. Donc, alors ça serait un peu, les gens vont me dire, mais il est fou ce monsieur-là, comment il peut dire que Kinshasa s'est développé? Si nous prenons le mot développement comme étant changement, est-ce que vous n'avez pas remarqué qu'il y a des changements à Kinshasa? Vous dites que la vie de Kinshasa est modernisée parce que malgré tout ce qu'il y a comme difficulté, la RDC se modernise rapidement et affiche une évolution positive. Parce qu'on le voit chaque matin, chacun va librement à ses occupations sans quoi que ce soit, sans quoi que, ainsi de suite. On peut parler de développement légèrement, d'un développement. Alors, il faut voir maintenant de quel angle. Quand moi je disais ça, si nous prenons, j'ai dit, si nous prenons le développement comme étant le changement, et tout changement implique le développement, ce qui veut dire que nous avons le changement dans tous les secteurs. Alors il faut savoir c'est de quel type de changement et de quel type de développement. On peut avoir aussi le développement négatif, ce qu'on appelle la devolution. Donc on fait un pas en arrière, puisqu'on dit développement égale un pas. On va d'un état à un autre. Si nous faisons la régression, donc nous avons un développement régressif. Ça s'appelle le développement régressif. Si nous faisons un pas en avant, nous avons un développement qu'on appelle devolution, donc évolutif. Evolution. Donc, il faut maintenant qu'on voit dans quel secteur, dans quel domaine de notre vie nous avons connu un développement. Et regardons sur le plan de boom de construction, sur le plan de bâtiment. Si nous allons sur le plan de construction, vous verrez que Kinshasa a connu un développement de ce côté-là. Si nous prenons, bon, on vient de nous dire, on est passé de 6% de décès en eau potable à 36%. Donc il y a un développement. On est passé de 6% en décès en énergie à 19%. Donc il y a un développement. Alors si nous regardons du côté des routes, et là, il y a beaucoup à redire. Si nous regardons du côté des paniers de ménagères, il y a beaucoup à redire. Si nous regardons du côté de la création de l'emploi, on peut dire qu'il y a aussi un développement puisqu'il y a beaucoup de jeunes gens maintenant qui créent leurs entreprises. On a assaini un peu le climat des affaires. Donc on peut dire que nous sommes en train de connaître des changements, mais ce sont des changements, des petits changements par rapport aux souhaits que les Congolais voudraient. Alors imaginez-vous 32 ans de dictature. Après 18 ans, donc nous avons 50 ans. Sur les 64, il faut voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est là où nous devons faire nous des réflexions. On ne peut pas tout dire que tout était mauvais, ou bien tout est bon, tout est développé ou tout n'est pas développé. Mais il faut y aller sectoriellement. Si on y va par secteur,
alors on peut remarquer les petites avancées que les pays ont connues jusqu'à présent. Et ça profite à la population? Je me dis non. Laisse-moi vous répondre à votre place, non. Le gouvernement du second mandat de Félix Tshisekedi est en train de déployer des efforts pour qu'il y ait du succès à tous les niveaux. Mais le développement de la RDC, je parle d'une manière générale, le développement économique, le développement social de la RDC, voire même l'éducation, comment faire pour remonter la pente? Surtout, cette tâche est lourde pour ces gouvernements-ci. Voilà. Une très bonne question. Vraiment, vous revenez sur ce que je disais tout à l'heure là aux étudiants ce matin, avant que je vienne. Le développement est fonction de plusieurs facteurs. Et le développement, c'est un problème mental. Le développement, c'est l'affaire de la culture. Le développement, c'est l'affaire de la mentalité. Le développement, c'est l'affaire de nous tous. Ce n'est pas l'affaire seulement du gouvernement, puisqu'on a tendance à tout mettre sur le gouvernement. Non, le gouvernement est là pour régler, pour réglementer, pour standardiser, pour normaliser, pour régulariser. Et il y a ceux qui peuvent assurer un vrai développement pratique. Ce sont les entreprises. Donc, ce sont les privés. D'où il nous faut avoir... Étatique et non étatique? Non étatique et étatique. Okay. Il faut qu'il y ait l'effort de ces deux-là, et y compris la population. Chacun de nous a le devoir de développer d'abord là où il est. Quand vous construisez déjà une belle maison, quand vous là où il y avait la brousse, vous construisez la maison, c'est déjà un développement. Puisque vous passez d'un état de brousse à un état d'habitabilité. OK? Alors, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut que les entreprises soient créées. Et pour que les entreprises soient créées, il faut qu'il y ait des incentivations. Il faut qu'on motive les gens. Il faut que le climat des affaires soit complètement assaini. Et il faut que le gouvernement fasse son travail de mettre des crédits. Puisqu'on a un problème de manque de crédit. Le gouvernement doit déployer ses efforts au niveau des entreprises qui existent déjà. Aussi. Voilà. Madame, si vous me permettez de développer, vous allez comprendre. Nous avons un problème de développement qui doit être assuré par nous tous, pas seulement par les gouvernements. Je viens de vous dire, si vous entendez partout, on dit que le gouvernement doit régulariser, doit normaliser, doit standardiser, doit régulariser. C'est ça son rôle aujourd'hui, c'est réglementer. Et quand on réglemente, on va dans tous les secteurs, entre autres l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, il faut que nous tous, chacun de nous, soit un entrepreneur. Si vous êtes un entrepreneur, c'est-à-dire que vous êtes porteur d'une idée. Et votre idée, comme maintenant là, nous sommes ici à la télévision. La télévision, c'est une entreprise. Donc, le propriétaire de cette entreprise a eu l'idée de créer une entreprise de médias. C'est déjà un développement dans le secteur des médias. Mais il y a quelques années, vous n'étiez pas si nombreux. Il y a quelques années, il n'y avait pas une liberté d'expression que nous avons aujourd'hui. Donc, de ce côté-là, si vous regardez bien, il y a un développement. La floraison des chaînes de télévision. Voilà. Alors maintenant, médias, il faut des concrets. Les concrets que les Congolais voudraient, c'est quoi? Qu'ils aient à manger. Or, pour qu'ils aient à manger, il faut produire. Voilà. Il faut qu'il y ait la production. Pour qu'il y ait la production, il faut qu'il y ait les entreprises. Pour qu'il y ait les entreprises, il faut qu'il y ait de finances, des ressources financières. Production interne, externe. Oui, tout à fait. Il faut qu'il y ait des ressources financières, il faut qu'il y ait des ressources humaines, il faut qu'il y ait des ressources logistiques, il faut qu'il y ait des infrastructures. Or, le Congo souffre de manque d'infrastructures. Le Congo souffre de manque de crédit. Vous avez entendu les banquiers vous dire, nous, on ne peut pas vous donner de l'argent. C'est un banquier qui l'a dit. Et il a dit tout haut. Il faut un développement infrastructurel aussi. Voilà, il faut d'abord qu'il y ait un développement infrastructurel. Or, qui doit assurer le développement infrastructurel? C'est le gouvernement. Voilà son rôle. Il faut qu'il y ait des infrastructures. Pour qu'on puisse nous amener des histoires à manger de Luozi, ou de Chikapa, ou de Banzangongo, il faut qu'il y ait des routes. Et les routes vont nous permettre d'amener des histoires à manger. Et à ce moment-là, les prix d'histoires à manger, quand il y a l'abondance, il y a la concurrence et donc les prix vont diminuer. Or, dans notre pays, nous importons tout. Si je vous pose une question, madame, vous allez me dire non, mais ce n'est pas à vous de me poser les questions, même les mais c'est moi. Mais regardez d'abord, nous sommes habillés comment? Si vous me regardez, moi je vous regarde, nous sommes habillés comment? Nous sommes tous habillés en occidental. Donc, si vous prenez, vous, 10 $, faites seulement 10 $ de chacun des Congolais qui achètent un habit, que l'habit, la moyenne soit 10 $.
multipliez 10 dollars par 100 millions de Congolais. Nous envoyons combien d'argent en Europe ou en Amérique? D'habillement tout simplement. Donc, nous voilà un secteur que nous avons négligé. Nous tous nous habillons en occidental. Donc, nous envoyons notre argent à l'étranger pour nous procurer les armes. Professeur, il y a aussi un problème de la concurrence déloyale. Non, avant qu'on parle de la concurrence déloyale, madame, il faut d'abord qu'il y ait la production. Il faut qu'il y ait des entreprises. La concurrence déloyale se régularise, se réglemente, d'ailleurs d'elle-même. Mais pour le moment, nous, on ne produit absolument rien. J'ai entendu le vice-premier ministre de l'économie qui a dit qu'il va se baser sur la production. Ça serait une bonne chose. Puisque pour même que l'économie marche avec 5 agrégats les plus importants. C'est la production, c'est l'investissement, c'est l'épargne, c'est la monnaie et c'est la consommation. Pas l'importation. La consommation d'abord. L'importation, c'est un fait négatif qui est bien. Parce que notre pays est champion en exportation. Non, nous sommes champions en importation. En importation. Pas voilà. en exportation. En importation. C'est pour ça qu'il faut la production. Okay. Tant que nous ne produisons pas. Et regardez, madame, comment ça fonctionne. Vous produisez, vous consommez. Pour consommer, il faut les salaires. C'est un agrégat. Donc, il faut les salaires. Quand vous avez les salaires, vous consommez. Quand vous avez les salaires, vous épargnez. Mais voilà maintenant les deux là. L'épargne et la consommation constituent ce qu'on appelle l'investissement. L'investissement va faire quoi? Va créer l'emploi. L'emploi va faire quoi? Va créer les salaires. Les salaires va faire quoi? Va créer la consommation. La consommation va créer quoi? L'investissement. Ainsi donc, c'est comme ça que ça produit. Il faut qu'il y ait d'abord la production. Donc pour qu'il y ait la production, il faut qu'il y ait les infrastructures. Pour avoir la production, il faut les crédits. Donc, le secteur banquier doit revenir aux Congolais. Dans les entreprises aussi, il faut nommer des bons mandataires. Des bons mandataires, ça, là on parle de la gestion. Pas que la gestion calamiteuse. Là, on parle de la gestion. La gestion, ça, d'abord... Ça entre dans la gestion. Oui. Okay. Les mandataires, c'est autre chose d'abord. Il faut qu'on ait ce qu'on appelle l'infrastructure. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la structuration de l'économie. Notre économie n'est pas structurelle. Elle est conjoncturelle. Et quand elle reste au niveau conjoncturel, c'est difficile pour que nous puissions avoir le développement dont nous souhaiterions. Il faut changer les gaps de maintenant. Le deuxième gouvernement du président Félix-Antoine Tshisekedi doit se baser sur la production. Il y a une nette différence entre l'économie extravertie et conjoncturelle. Tout à fait. Madame, quand on parle de la conjoncture, on observe des faits qui se dépassent. Ce sont des mouvements. Vous voyez, des mouvements. La conjoncture sont des mouvements qui se passent dans l'économie, qu'on observe. Ok? Maintenant, notre économie, c'est une économie extravertie, qui subit les chocs extérieurs. Okay. Et donc, qui subit ces mouvements qui peuvent être mouvements internes comme mouvements externes. Alors, souvent, nous subissons le mouvement externe. Pourquoi? Puisque nous sommes tous tournés vers l'étranger. Je viens de vous dire non, seulement par l'habillement. Notre habit vient de l'étranger. Et nos importateurs, donc nos entreprises, nos entrepreneurs qui doivent importer, il leur faut les devises pour importer. Or, nous devons vendre en francs congolais pour soutenir notre production et pour soutenir notre monnaie. Mais pour importer, il faut qu'il y ait la monnaie étrangère. Alors, ce qui fait que si la monnaie étrangère, prenons, notre monnaie étrangère, c'est laquelle qui est devenue la nôtre, c'est les dollars. Si les dollars subissent des chocs, donc notre économie complètement subit ces chocs-là. Puisque nous n'avons pas les moyens de pouvoir bloquer les chocs. Mais si à l'intérieur, nous avions ni une monnaie forte, nous avions une production forte, c'est-à-dire nous évitons d'importer les tomates, nous évitons d'importer les mpioji, nous évitons d'importer les macayabos qui viennent de Norvège ou de Portugal, nous évitons d'importer même les oignons, nous importons même les oignons. Nous évitons, donc vous comprenez déjà, si nous évitons un ensemble de produits. Le pays est loin d'avoir l'agriculture vivrière, l'agriculture pérenne pour pouvoir régler par exemple ces problèmes que vous venez là de soulever. Comment manger des légumes, que les maraîchères et maraîchers de la République démocratique du Congo puissent nourrir les familles respectives. C'est vraiment compliqué. Comment faire pour encore avoir, comme c'était à l'époque de l'agriculture vivrière et pérenne? Voilà. Madame, vous savez, notre agriculture seule
nous, les Congo, la RDC, nous pouvons nourrir 2,9 milliards de gens au monde. Donc nous nourrissons toute l'Afrique, toute l'Europe et une partie... Théoriquement, oui. Mais théoriquement, oui. Mais comment on peut y arriver? Nous avons eu une agriculture qui est caractérisée par des grandes plantations qui appartiennent à l'État et au privé abandonnées. Des grandes plantations qui appartiennent à l'État et au privé qui sont abandonnées. Nous avons une agriculture qui est caractérisée par des petites plantations, des petits espaces exploités par les maraîchers, comme vous avez dit là, par des paysans, mais qui n'ont pas ni des engrais, ni de la mécanisation, ni l'accès au crédit agricole. Vous comprenez? Tant qu'on ne va pas résoudre ces problèmes-là, et tant qu'on ne va pas faire ce que les chefs de l'État appellent les routes de désenclavement, au lieu de me dire les routes de cette agricole, c'est les routes de désenclavement pour désenclaver des territoires et des villes et connexion entre les territoires et les villes. Tant qu'on n'a pas ces routes-là, tant qu'on n'a pas de crédit agricole, tant qu'on n'a pas les infrastructures routières, tant qu'on n'a pas les entrepôts, tant qu'on n'aura pas organisé les marchés agricoles, nous manquons même des foires des produits agricoles. Vous vous imaginez que, maman, si vous contournez notre pays, moi j'ai voyagé dans toutes les provinces de notre pays, chaque province a ses produits agricoles. Okay. Chaque province. Et nous pouvons toute l'année avoir des produits agricoles. Puisque, étant donné que nous avons... L'évacuation pose problème. Oui, mais c'est pour ça que nous parlons des infrastructures routières, les routes de désenclavement, les routes qui peuvent lier les territoires aux villes, aux centres-villes, aux petits centres. Si nous avons ces routes-là, vous n'allez pas manquer à manger. Mais maintenant, c'est l'État qui doit s'employer. J'ai même dit dans l'auditoire, je disais, au lieu que le chef de l'État donne 2 véhicules aux députés, il faut contraindre à chaque député d'avoir un tracteur et avoir des champs chez lui. Si chaque professeur peut avoir les champs chez lui, on lui donne un tracteur. Au lieu d'avoir les véhicules, on donne un tracteur, on donne de l'accès au crédit. Maman, en moins de 2 ans, en moins de 5 ans, nous allons tourner le dos à l'importation des produits agricoles. Et la pêche aussi et l'élevage. Tout à fait. Des poissons je reviens à ça, parce que je connais très bien. Je connais ça très bien, maman. J'étais aux affaires étrangères et j'avais me demandé à un certain moment que le Maroc nous aide pour créer des bateaux de pêche, donc industrialiser notre pêche. Vous allez au lac Tanganyika, c'est le lac le plus poissonné en sardines au monde. En 2010, je suis en Tanganyika. J'arrive, l'aéroport de Kalemi n'est pas loin de lac Tanganyika. Je descends de l'aéroport, je fais quelques pas, je vais vers les lacs, je trouve les mamans qui étaient dans des pêcheurs. Je dis, ah maman, vous pêchez? Je dis, oui. Si vous voulez aussi, vous avez besoin de poissons? Moi je dis oui. Et il me donne, vous voyez les seaux de poubelles là, qui nous permettent qui nous aident à avoir la poubelle dans les bureaux, là où nous mettons les papiers. Je vois. Voilà, ils m'ont donné ce seau-là. J'ai pris mes pantalons. J'ai fait 5-10 mètres dans le lac. J'ai seulement mis comme ça et c'était les sardines. Mais comme je voyageais, j'allais à Ouvira, je n'allais pas emporter avec moi. Les bateaux de pêche pour assurer la pêche modernisée, ça pose problème. Pourquoi? Est-ce que ça, les coûts de ces bateaux vont coûter à la RDC le ciel et la terre? Je pense pas. Le gouvernement sortant, je me rappelle bien, mon ami, l'ancien ministre Bokele, nous a dit qu'il y a 3 bateaux qui devaient arriver au mois d'avril. Sans succès bon, jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, lui n'est plus au gouvernement. J'espère que c'est lui qui l'a remplacé, va assurer la suite et nous donnera la suite par après. La continuité de ce projet. C'est l'Égypte qui fabriquait ces bateaux-là pour nous. Vous imaginez, moment, pour les poissons, nous sommes un pays, je dirais, béni par Dieu. Puisque nous avons, toutes nos rivières sont pleines de poissons. À l'équateur, les poissons meurent de vieillesse. Il y a un petit lac, Ndemba, dans les territoires de Ndemba, plein de poissons qui ne sont jamais pêchés par la population. Et si vous y arrivez, les chefs de groupement là-bas, si vous ne lui avez pas demandé l'autorisation, et vous allez là-bas, si vous pêchez, il y a des stratégies, professeur, de stratégies, s'il faut le dire ainsi, de stratégies adéquates pour pouvoir diversifier notre économie, hormis ce que vous avez évoqué. Il y a beaucoup de stratégies. J'étais en train de vous parler de l'agriculture. Est-ce que vous savez que l'agriculture, c'est l'unique secteur pourvoyeur d'emplois?
l'agriculture peut créer pas mal d'emplois. Nous tous ici, si nous nous mettons dans l'agriculture, nous aurons créé pas mal d'emplois. Je commence. Commençons par l'orange. Les fruits oranges. Vous savez que des fruits oranges, vous pouvez avoir les jus. Vous pouvez avoir la confiture. OK? Mais vous avez oublié que dans les fruits oranges, les fruits oranges, vous avez les cosmétiques pour vous, pour vos cheveux. Vous avez déjà créé combien d'emplois? Vous avez les jus, vous avez les fruits que vous mangez, vous avez la confiture, vous avez les produits cosmétiques. Okay. Et ce n'est pas terminé. Dans les fruits oranges, vous avez les produits pharmaceutiques. Okay. Donc vous avez déjà 5 emplois. 5 emplois qui sont créés. Prenons la mangue, les fruits mangue. Vous avez les fruits mangue comme jus, vous avez les fruits mangue comme fruits, vous avez les fruits mangue comme confiture, vous avez les fruits mangue. Vous savez que vous pouvez les sécher. Vous les mangez séchés. Nous n'avons pas des entreprises de transformation. Attendez. Vous connaissez les noyaux de fruits de mangue. Ces noyaux sont utilisés dans les cosmétiques. Okay. Vous comprenez ça? Les noyaux là sont utilisés dans les cosmétiques. Donc vous avez déjà 4 emplois. Si je continue, je peux vous donner tout. Vous voyez la soya. Vous avez l'huile de la soya. Vous avez... Moi, je prends du lait végétal. Je fais moi-même du lait à la maison. Okay. Vous avez le lait de la soya. Donc, vous avez l'huile végétale de soya, vous avez le lait de la soya, vous avez les biscuits de soya. Donc, vous avez déjà 3 emplois là-bas. Ainsi de suite. Donc, dans chaque produit agricole, vous avez au moins 5, 6 emplois, 3, 4 emplois. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des entreprises agroalimentaires pour pouvoir transformer ces produits-là et pour que nous ayons des ressources. Attendez, madame. Okay. Vous savez ce qui va donner des ressources à ces pays, les ressources financières, c'est la valeur ajoutée des produits agricoles. La valeur ajoutée, c'est cela qui crée des ressources. C'est ça qui crée des richesses. Mais quelle est la place des investisseurs? Mais alors... Dans le développement économique de notre pays. Mais qui doit faire la transformation? Ce sont les investisseurs. Pour qu'on crée les entreprises agroalimentaires ou agro-industrielles, il faut les investissements, il faut des capitaux. Et les capitaux peuvent être privés, comme ça peut être étatique, comme ça peut être les deux. Ce qu'on appelle les partenariats public-privé, les 3 P, les 3 PPP, comme PPP, public, privé, partenariat. Donc, quand vous avez ces 3-ci, vous pouvez mettre vos capitaux ensemble, l'État et les privés. Vous créez une entreprise agroalimentaire. Vous pouvez, l'État lui-même peut le faire, vous-même vous pouvez le faire. Mais si vous devez le faire, il faut que vous ayez l'accès au crédit auprès de la banque. Nous n'avons pas de banques qui doivent nous donner nous-mêmes les crédits. Les banques qui sont ici sont toutes des banques étrangères, qui sont toutes dans les mains des étrangers. Donc, difficile de nous pouvoir nous aider. Et difficile de créer le développement avec ces banques-là. Puisque les banques-là, elles regardent d'abord chez eux. Nous devons parler de l'investissement Congo Nouveau. Oui, un Congo Nouveau, c'est nous qui devons le créer. Ça ne doit pas être des slogans. Mais professeur, avec la situation de l'Est de la République démocratique du Congo, l'insécurité perdure, mais les investisseurs sont sceptiques, sont réticents. Ils vont venir comment pour prêter main forte en vue de booster notre économie? Madame, Karl Marx parle de capitalisme. C'est celui qui accumule les moyens, c'est celui qui accumule, qui utilise les forces des autres et accumule les profits. N'est-ce pas ça? La guerre à l'Est ne nous interdit pas d'investir. L'Europe était... Ça coûte beaucoup au pays. Attendez, madame. L'Europe était en guerre quand elle s'est développée. L'Amérique, c'est le pays qui a connu beaucoup de guerres. Mais l'Amérique aujourd'hui, elle est où? L'Amérique, elle est aujourd'hui où? Donc, la guerre n'est pas... C'est vrai que l'argent n'aime pas les bruits de bottes. Mais les bruits de bottes ne sont pas au Congo central. Les bruits de bottes ne sont pas au Kasaï. Les bruits de bottes ne sont pas au Katanga. Les bruits de bottes ne sont pas à Kinshasa. Les bruits de bottes est localisé entre notre partie orientale. Si on nous prive des ressources de la partie orientale de notre pays, mais la partie centrale, la partie occidentale, a la possibilité de se mouvoir pour pouvoir aider aussi ceux qui sont à l'Est. Professeur, le développement de chaque province, des provinces respectives, ça passe également par quelle solution? Parce que les provinces ne sont pas construites, les provinces ne sont pas développées, il y a exode, la capitale est surpeuplée, alors la ville n'est plus aérée.
Tout à l'heure, vous avez parlé de la ville de Kinshasa, développer une ville de Kinshasa saturée, surpeuplée. Comment développer les provinces malgré, on nous a parlé du projet de développement des 145 territoires, mais on ne sent pas les répercussions, on ne sent pas, on ne voit même pas les empreintes de ces projets jusqu'à maintenant. Bon, madame, là, vous combinez beaucoup de choses à la fois. Le développement des provinces attendez d'abord, les 145 territoires ne concernent pas Kinshasa. Non, je parlais de provinces. Non, 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 non. Peut-être que vous avez cité aussi Kinshasa dans ça. Les 145 territoires, ça s'appelle 40 territoires. Kinshasa n'est pas un territoire comme tel. C'est un territoire géographique. Mais dans la décentralisation, le Kinshasa n'est pas territoire, Kinshasa est ville. On appelle ville-province. Donc il faut concevoir des projets pour la ville-province de Kinshasa. Je crois que le chef de l'État avait le projet de créer une nouvelle ville qu'on appelait ville Kintok. Moi, j'ai toujours dit que Kinshasa, il faut qu'on la décentralise en 3 villes. Vous voyez Tchango, prenons Maluku et Nsele. Maluku et Nsele, là-bas, c'est déjà une autre ville. Okay. Ça, c'est comme si on allait à Mons, comme si on allait à Leuven. Donc, ici, Bruxelles et Maluku là-bas, Leuven. C'est 80 km. Il faut subdiviser encore les quartiers. Oui, il faut subdiviser Kinshasa. Okay. Kinshasa est trop grand. Quand vous arrivez jusqu'à 250 km, vous savez que Kinshasa va jusqu'à 250 km de Bandundu. 250 km, c'est déjà tout un autre pays. C'est déjà 3 provinces ailleurs en Europe. Ça fait 3 provinces. Donc, il faut qu'on ait 3 villes à Kinshasa. Vous voyez, Upen avec Mongafula de l'autre côté, c'est déjà une autre ville. Je préférais moi que Gombe, Limete, Kasavubo, Ngiringiri, Bandal deviennent une ville à part, que Kingasani, par exemple, avec un Sele, Tchango, tout ce qui est Maluku là-bas, une autre ville, Mongafula, Ipen, une autre ville. Là, la ville sera aérée. Nous aurons 3 villes et 3 villes qui auront leurs services. On va décentraliser les services et cette histoire même d'embouteillage va terminer. Mais tant qu'on ne le fera pas, ça sera difficile. Deuxièmement, vous me dites, mais les villes, les provinces, comment vont-elles se développer? La première des choses pour développer les provinces, c'est les ressources humaines. Pas même pas de l'argent. Il faut aussi une bonne politique de la décentralisation. Ça va arriver. Okay. D'abord, c'est les ressources humaines. Quand on aura recensé les besoins en ressources humaines par province, qu'est-ce que les provinces ont besoin réellement comme compétences? On fait ça, on met de côté. Nous connaissons que nous avons les besoins de ça en termes de compétences. Maintenant, on va regarder. En termes d'infrastructure, qu'est-ce qui nous manque? En termes de ceci, qu'est-ce qui nous manque? Donc, il nous faut un plan, même de 50 ans, même de 30 ans, sur lesquels il faut travailler. Et que chaque gouvernement qui viendrait doit puiser dans ces plans-là. C'est ce qu'on peut appeler en d'autres termes, peut-être livre blanc, on peut l'appeler comme ça, livre blanc, qui reste là. Chaque fois qu'il y a un nouveau gouvernement qui vient, il puise dedans. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément. Le développement exige les idées. Le développement n'est pas, madame, le développement n'est pas quelque chose que tu te réveilles le matin et bon, non, ce sont les idées. Je vous donne l'exemple de l'Italie. L'Italie n'a pas de ressources minières. L'Italie n'a pas de ressources à part l'agriculture. Ok? À part l'agriculture. L'Italie n'a rien d'autre que l'industrie des idées. À partir de l'industrie des idées, on a eu la Fiat, on a eu les voitures que vous aimez bien, les Ferrari, etc., etc. Donc, ils sont partis dans les idées, ils ont créé de matériel agricole. L'industrie agricole est très forte en Italie, mais c'est à partir des idées. Donc, il faut qu'il y ait des idées. Vous, moi, les autres, chacun de nous doit avoir. Je disais tout à l'heure aux étudiants que chacun de vous doit être un entrepreneur. Si vous êtes entrepreneur, le chômage va cesser. Au lieu de finir les études et commencer à circuler comme ça, je vais aller chercher l'emploi, je vais aller... Non, on ne vous enseigne pas pour aller chercher de l'emploi. On vous enseigne pour devenir les entrepreneurs. Il y a plusieurs sortes d'entrepreneuriat. Alors, si nous faisons ceci, après, nous devons mettre des garde-fous sur la gestion des recettes ou des ressources ou bien de ce qu'on appelle biens publics. Il faut qu'il y ait des garde-fous sur la gestion des biens publics. De 4, chaque province doit avoir des projets.
Vous avez des provinces qui n'ont pas de projets, qui attendent de Kinshasa. Moi, j'ai fait toutes les provinces. J'étais conseiller plusieurs fois. Décentralisation dont vous parlez là, je suis parmi l'acteur majeur de la décentralisation. Nous avons créé la décentralisation, nous avons formé, nous avons mis. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe dans notre pays? Vous formez les gens aujourd'hui, demain ils sont partis, ils partent avec la documentation. Ceux qui viennent, ils n'ont rien. Vous êtes obligé encore de refaire encore la formation. Nous avons fait la formation avec PNUD, avec la Banque mondiale, mais tout le temps, ces gens-là partent. Comme maintenant là, nous avons les conseillers communaux. Il faut former les conseillers communaux en décentralisation. Il faut former encore les nouveaux députés provinciaux en décentralisation. Il faut former encore les nouveaux ministres provinciaux en décentralisation. Et donc, c'est toujours comme ça. Chez nous, l'administration ne fait pas son travail. L'administration, c'est le moteur même du développement pour un pays. Tant que l'administration n'est pas bien formée, tant que l'administration ne détient pas les clés de développement, ça sera difficile d'asseoir le développement au grand complet. Le gouvernement de la réélection de Félix Tshisekedi, la cheftaine de ce gouvernement, Judith Suminwa, a contré ses ministres à une gestion axée sur le résultat et la redevabilité. Professeur, est-ce que ça va aller? Et vous, personnellement, quelle est la leçon magistrale que vous donnez aux membres du gouvernement? Ok. Madame, je crois que c'est bien ce que Madame la Première ministre a fait. Il faut la remercier pour cela. Mais que ce ne soit pas de mauvais pied. Puisque je me rappelle bien, à l'antenne du chef de l'État, on a fait la conférence des gouverneurs. Le chef de l'État avait prévu que les gouverneurs soient évalués chaque 3 mois. Le premier mandat, on n'a vu aucun gouverneur qui a été évalué. Il a martelé pour ce second mandat. Il a martelé pour le second mandat et je voudrais que le chef de gouvernement, qui est Madame Judith, vraiment, qu'elle insiste sur ces faits-là pour qu'il n'y ait pas vraiment un laisser-aller. Vous savez, nous avons tout à l'heure, nous avons une économie capitaliste de laisser faire. Notre économie est une économie de capitalisme de laisser faire. Il ne faut pas que Madame la Première ministre laisse faire les gouverneurs ou laisse faire les gouvernements, donc ses ministres. Si moi je devais les donner des leçons aux ministres, je n'ai pas de leçons à leur donner. Ils ont des dicastères, ils ont des départements à gérer. Ils n'ont qu'à prendre des mesures qui conviennent, qui vont dans le sens des besoins de la population. Ils doivent chacun dans ses compétences identifier quels sont les besoins de son secteur. Une fois identifié les besoins de son secteur, en faire un programme, en faire un plan, et à travers les plans, faire des projets pour que ces besoins-là soient satisfaits. Travailler à la hauteur des aspirations, de la population, c'est ça. Donc, chaque ministre, si moi je dois lui demander, c'est ça. Identifier d'abord quels sont les besoins de son ministère. Quand je dis les besoins des ministères, ce n'est pas les besoins des cabinets. J'ai dit les besoins des ministères, c'est-à-dire, je considère la population. Si nous sommes dans le secteur de l'agriculture, quels sont les besoins des populations dans le secteur de l'agriculture? Si nous sommes dans le secteur de l'enseignement supérieur universitaire, quels sont les besoins dans le secteur de l'enseignement supérieur universitaire? Si nous sommes dans l'éducation nationale, quels sont les besoins de l'éducation nationale? Si nous sommes dans l'industrie, quels sont les besoins de l'industrie? Ainsi de suite. Quand on aura connu les besoins, on fera un programme, on fera des plans et après de cela, on fera des projets. Et c'est comme ça qu'un pays peut marcher. En tout cas, le chef de l'État n'a pas droit à l'erreur et le gouvernement soumis, parce que nous attendons de chaque ministre des résultats tangibles. Nous les encourageons. Moi, je ne peux qu'encourager. Le chef de l'État a été très méthodique sur ça. Voilà. Il a beaucoup insisté. Pour des résultats tangibles. Pour les résultats tangibles. Donc, ce sont eux qui doivent aider le chef de l'État dans son travail. Chacun doit comprendre qu'il est là pour aider le chef de l'État. Aider le chef de l'État, c'est-à-dire aider la population. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand on est ministre, on n'aide pas le chef de l'État en tant que tel. Mais vous aidez votre pays, c'est-à-dire vous aidez votre population. Vous n'êtes qu'un mandataire. Vous avez été mandaté à gérer un dicastère, à gérer un ministère pour pouvoir résoudre les problèmes de votre population. C'est ça la mission qu'on donne à un ministre, c'est ça la mission qu'on donne à un mandataire, c'est pour donner des... Un mandataire, c'est un entrepreneur, en d'autres termes, c'est un manager. Vous êtes un manager, le manager doit savoir solutionner les problèmes. Le manager doit savoir innover. Donc, les ministres sont des managers qui doivent savoir innover dans leur secteur. Mais pour jusqu'à maintenant, là, si on voit la manière dont les choses semblent évoluer, vous trouvez que le pays a des opportunités prometteuse? Madame, ça je dois vous dire, la RDC c'est un pays des opportunités.
Mais vous ne remarquez pas qu'un Chinois qui arrive moins d'une année après, vous allez chez les Chinois acheter même les beignets. Un Chinois qui arrive, madame, en 2008, je suis venu ici avec des Chinois qui viennent de sortir de la prison et qui ont construit le boulevard du 30 juin ici, là. Mais j'ai rencontré deux, puisque moi j'ai une partie de mes études, je l'ai faite aussi en Chine, et j'ai rencontré un Chinois qui a au moins 2-3 magasins ici, qui est venu de la Chine. Mais vous ne voyez pas les Guinéens, vous ne voyez pas les Sénégalais. On voit les expatriés. Les expatriés, les Indo-Pakistanais. Exercent des petits commerces. Oui, mais... Et ça passe comme ça. Exercer les petits commerces, ça c'est un problème du gouvernement, puisqu'il y a une... Excusez-moi, il y a une loi qui remet les petits commerces aux nationaux, aux compatriotes nationaux. Donc, c'est le problème de contrôle et c'est le problème de suivi. C'est ça, un des péchés de la RDC, c'est manque de suivi, c'est manque de contrôle. Le deuxième péché, c'est les sanctions qui ne suivent pas. Professeur, récemment, le chef de l'État a lancé le séminaire d'orientation du gouvernement. Oui. Est-ce qu'il faut le faire maintenant et s'attendre à quel résultat? Parce que le séminaire était axé sur, était articulé autour de plusieurs thématiques, notamment la planification stratégique, la gestion des ressources et l'évaluation de politiques publiques. Oui, tout à fait, c'est le moment. Ils viennent d'entrer en fonction. Donc, le séminaire, vous l'avez appelé bien séminaire d'orientation. Donc, le chef de l'État leur a donné sa vision, leur a donné les instructions. Et les instructions doivent être bien canalisées, c'est pour ça qu'il y a eu les séminaires. C'est pour les former, pour qu'ils soient amalgamés sur la vision du chef de l'État. Il y a moyen de renforcer la cohésion et la solidarité gouvernementale. Tout à fait. Grâce au séminaire, puisqu'il leur a dit... Pour quel résultat? Pour quels résultats? Non, mais, madame, quand on prend un ministère, je viens de vous dire tout à l'heure, on prend les ministères pourquoi? C'est pour solutionner les problèmes de la population. Donc, les résultats, nous allons les voir. Comme on dit, il y a un contrôle, ce qu'on dit, il y a les contrôles ex ante, et un contrôle a priori et un contrôle post ante. Donc, avant, pendant et après. Donc, on ne peut pas juger le gouvernement qui vient à peine d'entrer en fonction. Être ministre est une mission ou une profession? C'est une mission. Ce n'est pas une profession. On ne fait pas la profession de ministre. On a une mission. Ça prête confusion, hein? Non, madame. On ne fait pas la profession de ministre. Vous allez dans quelle école pour devenir professionnel? La profession, on l'acquiert après d'avoir sorti d'une école X. Ils sont à perpétuellement ministres. Bon, nous savons qu'il y a un qui est resté dans tous les gouvernements, mais ce n'est pas une profession. Bon, ça, ce sont des paramètres que vous et moi, on ne maîtrise pas. Pourquoi les uns ou les deux peuvent continuer à être toujours... on les renouvelle leur mandat. Ça, c'est le chef de l'État lui-même, c'est dans sa discrétion. Donc, dans sa discrétion, il peut vous dire, madame, restez ministre dans votre secteur, là, et il peut vous permettre. Là, c'est le chef de l'État lui-même avec son chef du gouvernement. Mais maintenant, là, la question est simple. C'est une profession ou c'est une mission? Non, je vous réponds catégoriquement, c'est une mission et n'est pas une profession. Voilà, le chef de l'État l'a bien signifié. Sous peu, les membres du gouvernement ont été exhortés à la lumière de l'acte d'engagement sur l'éthique qu'ils signeront en présence de la première ministre. Là, quand même, ça sort de l'ordinaire aussi. Oui, mais c'est une orientation. L'éthique, quand on est membre d'un gouvernement, il y a la déontologie, il y a l'éthique qu'il faut respecter. Voilà. Vous ne pouvez pas venir à la télévision aussi critiquer votre collègue. Voilà, parlons autre chose, professeur Nguendo Kalala, analyste politique. Crise au sein du parti au pouvoir. Plus de 2 semaines déjà, on sent que c'est comme si les partis sont scindés à deux. Il y a une réunion aussi dans le but de réconcilier ce qui crée des différends entre les deux camps et voir comment résoudre ça. La réunion a été présidée par le vice-président de la Chambre basse du Parlement. Mais en ces moments aussi où nous tenons à tout prix voir les pays décoller, qu'il y ait des développements et ainsi de suite, on nous plonge encore à une réalité qui ne laisse personne indifférente et ça suscite des inquiétudes, surtout au niveau de la population. Ok, vous savez, l'UDP c'est un grand parti. Moi je ne suis pas mandaté par l'UDP pour venir parler de ça. Je sais votre opinion. Voilà. Si vous voulez mon opinion, je vous dis l'UDP c'est un grand parti. Il a survécu à beaucoup de crises. Vous savez que beaucoup d'UDP sont sortis de l'UDP là.
Et l'UDPS est toujours resté. Je crois que les responsables de ces partis-là feront tout possible pour qu'ils se remettent. Ça met tout le monde mal à l'aise puisque les partis du chef de l'État. Il y a eu mise en place, au cours de cette réunion, mise en place d'une commission de bons offices qui va rencontrer les différentes parties en conflit. Oui, c'est une bonne démarche. Moi, j'apprécie, j'encourage que cette commission puisse pouvoir arriver à mettre la paix et qu'ils se remettent ensemble pour la bonne marche. Ça influence la vie de notre pays puisque c'est un parti au pouvoir. C'est un parti du chef de l'État. Mais là où je trouve que notre attention est trop exagérée sur l'UDPS, c'est le fait que quand vous regardez en Europe, la France, qui vous est très chère là, mais Macron a connu les mêmes problèmes. Aujourd'hui, en France, on n'a pas encore le Premier ministre. Il y a 3 semaines. A été dissous. Oui, il y a 3 semaines que les élections ont eu lieu le 30 juin. Nous sommes aujourd'hui le 24, le 23 juillet. Donc il y a 3 semaines. Et ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Attendez que je termine d'abord ça. Parce que nous sommes à la fin, il faut aller nous allons y arriver, madame. Il y a 3 semaines que les élections ont eu lieu en France. Jusqu'à présent, la France n'a pas le Premier ministre. La gauche, c'est chamaille. Si c'était au Congo, non, les Congolais sont immatures, les politiciens. Mais nous sommes en France, hein, nous sommes en France. Donc, nous devions laisser nos frères et nos soeurs de l'UDPS se résoudre. La comparaison n'est pas raison aussi, professeur. Nous sommes loin de nous comparer à la France. Tout à fait d'accord. Mais nous devons laisser nos frères et nos soeurs de l'UDPS se résoudre leurs problèmes entre eux. Ils ont commis l'erreur de faire sortir ce qui est leur problème sur la place publique. Bon, comme on dit en français, la linge sale se lave en famille. Je crois qu'ils ont compris, ils vont se remettre encore ensemble à travers cette commission-là pour trouver la paix et ils auront une démarche, disons, ils vont se remettre ensemble pour aller. Parce qu'un Joe Biden cède aux pressions. Juste 2 secondes et puis message particulier, nous clôturons. Bon, parce que les partis démocrates voulaient à ce que Joe Biden, tenant compte de sa santé, qu'il puisse démissionner. Et vous voyez, c'est ça l'élégance. Voilà les gens qui comprennent la politique. C'est ça l'élégance. Il a compris le vœu de son parti politique et le vœu même d'une bonne partie des Américains. Et donc Trump va passer sans problème. Bon, je ne crois pas. Ce n'est pas, on ne donne pas comme ça. Voilà. Ils ont tous 50%, 50%. Puisque la dame là que les démocrates présentent, c'est une dame qui est beaucoup appréciée par les Américains. Donc, voilà. Trump ne va pas gagner comme ça facilement. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. En guise de message particulier, je voulais que vous puissiez me répondre à cette question. Ça sera aussi par cette question que nous allons clôturer. L'UDPS n'est pas encore au pouvoir. Acclamer haut et fort un nos cadres de l'UDPS dont j'étais le nom. Vous pouvez me répondre à cette question et nous clôturons. Pour ça, s'il vous plaît, professeur, vous avez 2 secondes. Je ne suis pas de l'UDPS, madame, pour pouvoir vous répondre à ça. Voilà, message particulier. Message particulier, moi je demande seulement à notre population la cohésion nationale. Nous sommes un pays en guerre. Je crois que nous devons cesser des déclarations selon lesquelles il n'y a pas la guerre au Congo. Ça, c'est un acte antipatriotique. Nous sommes un pays en guerre, nous devons nous mettre ensemble pour bouter dehors l'ennemi. C'est tout ce que je peux vous demander. Au pouvoir, être derrière le chef de l'État, voilà. L'aider à pouvoir bouter l'ennemi dehors. Voilà. Ça nous prend beaucoup d'énergie et ça nous prend beaucoup de ressources. Merci professeur Nguindou Kalala d'avoir répondu à notre invitation ainsi qu'à toutes les questions prévues pour le rendez-vous de ce soir. C'était clair comme dans un livre d'images. Voilà. Pour ceux qui ont pris l'émission en cours, la rediffusion, c'est le samedi à 13h, heure de Kinshasa. Merci aux preneurs de vue, merci à la chaîne de référence Antena pour ces programmes et moi je vous remercie, vous particulièrement, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis avec attention et intérêt. Nous comptons vous retrouver très prochainement, la semaine prochaine, pour un autre numéro de l'émission Les Rendez-vous. Une très belle soirée à tous et à chacun.